À la une de l'actualité pour les grands aménagements au Burkina Faso comme l'aéroport de Donsin, le pôle de croissance de Bagré ou Samandeni, les parlementaires burkinabés apprécient le niveau de réalisation et s'interrogent sur les impacts réels attendus. Hier, face aux parlementaires, le gouvernement s'est longuement expliqué. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, l'exemple de cette ferme Bocagé qui s'investit dans l'utilisation plus optimale de l'eau de pluie à travers des aménagements inédits. Le concept est novateur avec des résultats édifiants comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, le mouvement des Gilets jaunes en France commémore son premier anniversaire dans un contexte d'essoufflement de la contestation. Un an après, les multiples revendications de la vaste contestation n'ont pas été satisfaites. Ce sont là les titres du 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, au Premier ministère, Christophe Dabiré reçoit un groupe de partenaires au développement qui accompagne le processus démocratique au Burkina Faso. Il s'agit d'une troïka qui va œuvrer pour la période 2019-2020. Les échanges ont surtout porté sur les élections de 2020 dans le pays. Le souhait au sortir de cet entretien est de garantir davantage la liberté d'expression. Également reçu en audience une délégation de l'Union européenne. Nongba Kouda, Vincent Tiendrebego. La nouvelle Troïka pour la période 2019-2020, composée des Nations Unies, de l'Union européenne et de la Belgique, se présente au chef du gouvernement. Et par la même occasion, ses partenaires au développement livrent un message en 3 points. Le premier, c'est le message d'encouragement. Dans le contexte que nous connaissons, à encourager le gouvernement, à encourager le peuple burkinabé à consolider sa démocratie. Et dans ce sens, c'est vraiment que le pays fasse tout pour que les élections aient lieu, pour consolider la démocratie. Le deuxième point, c'est aussi encourager à renforcer l'état de droit. Et dans ce sens, on a juste regardé des aspects très importants dans le renforcement de l'état de droit. C'est protéger les droits du tout burkinabé et aussi à préserver l'espace pour la liberté d'expression. Le troisième, le contexte difficile de l'insécurité que nous connaissons nécessite quand même qu'il y ait une adaptation, qu'il y ait une flexibilité. Après la Troïka, 3 autres personnalités rendent visite à Christophe Dabiré. Elles sont les directeurs généraux en charge de l'aide humanitaire de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne. Le but de notre mission était de venir sur place. Le fait que nous voyageons tous les 3 est aussi le symbole que nous voulions donner à l'importance que l'Union européenne, comme ses États membres, attache à la situation d'insécurité qui trouble le bon fonctionnement du Burkina Faso et de voir sur place comment nous pouvons assister et accompagner le gouvernement de votre pays dans la gestion de cette crise sécuritaire qui a déplacé un nombre important de populations qui sont actuellement dans un besoin humanitaire important. Cette mission a effectué une visite de terrain à Kaya et s'est entretenue avec plusieurs ministres impliqués dans la gestion de cette crise humanitaire au Burkina Faso. À l'Assemblée nationale, les députés et le gouvernement burkinabé s'imprègnent des rapports de mission parlementaire sur des projets importants comme la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin, le pôle de croissance de Bagré et le barrage de Samandeni. Les parlementaires ont souhaité avoir un éclairage sur les garanties pour un bon déroulement du recensement général de la population et de l'habitat qui débute également en principe ce 16 novembre. Le point complet avec Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. C'est une plénière consacrée à la restitution des travaux des missions d'information sur les grands aménagements de Bagré-Pôle, de Samandeni et de l'aéroport de Ouagadougou-Donsin. Après présentation des résultats des différentes commissions d'information, les élus du peuple se sont adressés aux ministres concernés pour plus d'éclaircissements. Sur la question de l'état d'avancement des travaux de l'aéroport de Donsin, le représentant du ministre en charge des transports est strict. La planification actuelle de l'aéroport prévoit la fin des travaux
en fin 2023. 5 lots sont en cours d'exécution. 2 lots sont en cours de validation pour l'attribution des marchés. 1 lot est en cours d'analyse pour la proposition d'attribution de marché. Les appels d'offres pour 7 lots restent à lancer. Cependant, étant donné que les travaux viennent de démarrer sur la plateforme aéroportuaire, un léger réajustement en termes de délai n'est pas à exclure. Bagré-Paul et Samandéni éprouvent des difficultés d'écoulement des productions. Là aussi, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles a sa petite idée. Nous sommes en train de voir avec le ministère du Commerce pour voir comment, dans quelle mesure nous pouvons mettre en place des mécanismes qui permettent que, au niveau des commerçants, par rapport à l'importation, qu'on puisse mettre un certain pourcentage, que si tu veux importer du riz, que tu puisses prendre une certaine quantité au niveau local. Le recensement général de la population et de l'habitat est plus que jamais d'actualité. Peut-on croire à la fiabilité des résultats des données qui seront produites par cette enquête statistique? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour assurer le bon déroulement du processus? Les questions préoccupent le député Kayaba Sanwidi qui a interrogé le gouvernement. Plus qu'une préoccupation, le recensement général de la population est une question de souveraineté nationale. C'est ainsi que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, lors de son discours de lancement officiel, a instruit les services compétents de l'État de prendre toutes les initiatives pour garantir la sécurisation de toutes les activités entrant dans le cadre du 5e recensement général. Permettez-moi, honorables députés, pour des raisons évidentes, de ne pas rentrer dans les détails relatifs au dispositif. Malgré les dispositions prises, le risque zéro n'existe pas, soutient Lassane Kabore. C'est pourquoi le gouvernement tient à rappeler à tous les Burkinabés de la nécessité de dénoncer toute attitude suspecte. Le gouvernement veut réussir cette opération. D'autres techniques statistiques et sources de données seront utilisées pour obtenir des estimations provisoires des effectifs de population dans certaines zones, selon Lassane Kabore. Pour soutenir les activités génératrices de revenus au profit des femmes du Burkina Faso, notamment les tisseuses, la Loterie nationale burkinabé remet un chèque de 50 millions de francs CFA au ministère en charge du commerce. Le ministère du Commerce qui est porteur d'un projet destiné à acquérir environ 5000 métiers à tisser au profit des femmes du pays. Et cette somme va servir à l'acquisition de moins 400 métiers à tisser. À la remise du chèque, Oscar Soulama et Maxime Zongo y étaient présents. Compte rendu. L'essor du textile local burkinabé, une préoccupation du ministère en charge du commerce et de l'artisanat. Une ambition qui s'est traduite par le projet 5000 métiers à tisser. Par cette subvention d'un montant de 50 millions de francs CFA, la LONABE apporte sa contribution à la réalisation du projet. On peut avoir donc les idées, on peut avoir donc les projets, on peut avoir l'organisation, mais il faut qu'il y ait des gens qui accompagnent financièrement. Et c'est ce que la LONABE vient de faire. Cet appui, selon le directeur général de la LONABE, s'inscrit dans la dynamique de sa mission sociale. Accompagner le gouvernement pour la promotion socio-économique et le développement du Burkina. Chaque fois que les autorités nous sollicitent pour appuyer les actions du gouvernement, tant que nous pouvons le faire, nous le faisons. C'est la motivation principale. Créer 400 emplois, c'est déjà quelque chose de positif. C'est comme un rêve pour nous. Quand le ministre a pris la décision 5000 métiers d'ici à 2020, on se disait comment ça pouvait se réaliser. Et voici que les bonnes volontés n'en finissent pas. Le présent accord permettra ainsi l'acquisition de 4000 métiers à tisser au profit des femmes. Cette initiative de 5000 métiers nécessite 500 millions de francs CFA et à mi-parcours, ce sont près de la moitié de la somme qui a été mobilisée. Et puis le ministère en charge des ressources halieutiques envisage désormais le prélèvement de taxes sur les produits halieutiques vendus au Burkina Faso.
un texte de loi est en projet et va bientôt être adopté. Pour le ministère, le sous-secteur est porteur de potentialités et l'adoption de cette politique doit contribuer à une gestion durable de la pêche et de l'aquaculture dans le pays. Ernest Kambiré. Loin des bassins de pêche et autres cours d'eau, ces acteurs du sous-secteur pêche et aquaculture mènent la réflexion sur comment encadrer la vente et le prélèvement des taxes sur les produits halieutiques vendus au Burkina Faso. Au cours de cette journée de réflexion, ils vont examiner et valider les avant-projets de documents soumis à leur intention avec en point de mire l'amélioration des performances du sous-secteur. Le gouvernement voulait booster ce sous-secteur en demandant aux acteurs privés de participer. C'est pourquoi nous avons décidé d'apporter notre contribution par un prélèvement forfaitaire afin d'aider le gouvernement qui contribue déjà dans le cadre des subventions pour booster ce secteur-là. Et pour la mise en place du fonds commun, il est proposé la somme de 25 francs CFA par kilogramme de produits halieutiques vendus sur le marché burkinabé. C'est les acteurs eux-mêmes qui ont proposé ce montant pour que, à l'image de ce qui est fait au niveau de la vente du bétail, de la volaille, des cuirs et peaux, qu'au niveau également des ressources halieutiques, ce prélèvement-là soit fait afin de mieux les accompagner sur le terrain et inverser la tendance dans la dépendance vis-à-vis de l'étranger pour ce qui concerne les produits halieutiques. Très attendues, les conclusions de cette rencontre permettront une gestion plus efficiente des ressources halieutiques, notamment dans ces volets de financement et de collecte des taxes sur les produits halieutiques. La Convention relative aux droits de l'enfant a 30 ans, un anniversaire que le ministère en charge de la femme compte célébrer le 20 novembre prochain. La Convention garantit entre autres les droits fondamentaux des enfants, notamment le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, le droit à l'alimentation suffisante et saine, le droit à l'éducation et bien d'autres. Face à la presse ce vendredi, le ministre en charge de la femme est revenu sur le bilan de la mise en œuvre de cette convention au Burkina Faso et a estimé que les résultats sont encourageants. Jean-Eudes Bayala, Amadine Lalsaga. Marie-Laurence Hélène Ilpoudou, ministre en charge de la famille, lance ici la commémoration du 30e anniversaire de la CDE, la Convention relative aux droits de l'enfant, par ce point de presse. Le jubilé de perles de la CDE est célébré sous la présidence du président du Faso ce 20 novembre 2019. Cette année, le gouvernement a bien voulu marquer cette commémoration d'un saut par le renouvellement des engagements du Burkina Faso pour accélérer la mise en œuvre de la CDE. C'est pourquoi il est prévu, entre autres, des activités qui suivent. La session du Conseil national pour l'enfance le 19 novembre qui va se pencher sur les violences faites aux enfants au Burkina Faso et approuver les orientations stratégiques qui ont été définies dans la stratégie nationale de protection de l'enfant. La ministre se félicite des résultats engrangés par le Burkina Faso durant ces 30 dernières années d'engagement pour le respect des droits de l'enfant. Elle fait le bilan de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. En 2005, notre pays a ratifié 2 protocoles facultatifs de la CDE, dont l'un concerne l'implication des enfants dans les conflits et l'autre relative à la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Dans le domaine de l'éducation, des mesures ont été prises pour la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous, notamment l'offre d'un enseignement de base gratuit et obligatoire de 6 à 16 ans. Au plan sanitaire, la gratuité des soins de santé des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes a permis d'améliorer les indicateurs en matière de prise en charge de la mère et l'enfant. Tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire, Marie-Laurence Hélène Ilpoudou invite les Burkinabés à s'impliquer davantage dans la lutte pour le respect des droits de l'enfant au Faso.
Les accidents de la route constituent aujourd'hui un problème de santé publique. Peut-être qu'on n'en est pas suffisamment conscient, mais le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion de la sécurité routière mène des activités de sensibilisation et de communication sur le phénomène. Et pour encourager davantage à s'investir dans la sécurité routière, le réseau a entrepris de récompenser les acteurs qui se seraient illustrés positivement dans la sécurité routière dans le pays. La remise des prix est intervenue cette semaine à Ouagadougou en présence de Pascal Kané. Ils sont au total 10 récipiendaires à recevoir attestations et trophées pour leur implication dans la sécurité routière au Burkina Faso. L'initiative est du réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion de la sécurité routière. À travers ces récompenses, ils souhaitent contribuer à la promotion de la sécurité routière au Burkina par la communication, l'information et la sensibilisation. C'était une manière pour nous de dire à un certain nombre d'acteurs qui, dans l'ombre ou au quotidien, font quand même des actions nobles, des actions salutaires qui rentrent dans le cadre de la promotion de la sécurité routière, mais qui ne sont pas forcément connus. Selon un rapport de la police municipale, la ville de Ouagadougou a enregistré 7263 cas d'accidents en 2018 contre 6452 en 2017, soit une hausse de 12,52% des chiffres qui interpellent. Nous devons travailler à faire en sorte que les Burkinabés aussi adoptent de bons comportements. Parce que la sécurité routière est un problème individuel, un problème de responsabilité. Mais nous devons aussi promouvoir le transport en commun. Et sur ça, je crois que nous sommes en train de travailler pour avoir un grand projet d'ici 2020 qui va en tout cas nous permettre de pouvoir avoir des bus de grand gabarit, mais aussi des bus qui sont dédiés uniquement au transport en commun, avec des voies dédiées aussi au transport en commun. Créé en mars 2015 à Ouagadougou, ces réseaux de journalistes et communicateurs ambitionnent de devenir une structure qui participe efficacement à la lutte contre l'insécurisme routier au Burkina Faso. Environnement à présent, face à la désertification et à l'appauvrissement des terres, une initiative est en cours au Burkina Faso depuis une trentaine d'années, seulement peu connue du grand public. Il s'agit de la ferme Bocagé qui s'investit dans l'utilisation plus optimale de l'eau de pluie à travers des aménagements inédits. Une de ces fermes se situe à Guié, dans la commune de Dapelgo. Le concept est novateur avec des résultats édifiants. Constat avec Oscar Soulama et Amadine Lalsaga. Il s'étend sur 100 hectares et appartient à 23 familles du village de Gué, situé à une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou. Ce périmètre bocagé est un régime de copropriété coutumière comprenant des parcelles privées appartenant à des agriculteurs et de commun accord gérés par l'AZN, l'association intervillage Zoramna Taba. Chaque famille possède ici un lot de 6 champs avec comme dimension 160 mètres de long sur 40 mètres de large. On a des centaines d'espèces parce qu'il y a des espèces que nous avons plantées. Il y en a qui ont poussé aussi naturellement. Voilà. Et après, il y a des espèces qui avaient pratiquement disparu et qui reviennent aussi grâce à la faune, surtout les oiseaux, qui reviennent avec les graines parce que c'est un site totalement protégé. Mais l'objectif, c'est de pouvoir mener une agriculture à l'intérieur. Des techniques agricoles comme le zaï, la jachère, le sarclage localisé, le talage sont associés pour accroître les productivités. C'est un complément des systèmes là qui produit le résultat. Parce que le zaï à lui seul, il est efficace, mais il n'est pas efficace longtemps. Voilà. Après, la rotation culturelle à elle seule, sans le zaï, ça ne marche pas bien. Et l'élevage aussi seul, sans apporter les cultures, ça ne marche pas aussi. Donc c'est un complément de tous ces systèmes-là qui fait que voilà, on a de bons résultats. Le résultat, c'est un couvert végétal restauré, pas d'érosion ni de surpâturage, mais des arbres et arbustes harmonieusement intégrés à l'environnement. Et puis la fête de la Belgique célébrée par les citoyens belges vivant au Burkina Faso. Pour la 4e fois, c'est une tradition respectée pour rendre hommage à la royauté belge. Cette année, la célébration au Burkina Faso coïncide avec les 20 ans de la coopération belgo-burkinabé. Retour sur des moments de convivialité avec Herman Toé. C'est une nuit de fête à la résidence de l'ambassadeur de la Belgique. Ces hommes et femmes, belges ou pas, se joignent ici à la famille royale pour célébrer la fête du roi, devenue une tradition.
Cette fête est aussi l'occasion pour célébrer l'amitié entre la Belgique et le Burkina, une coopération vieille de plus de 20 ans. 20 ans, c'est un âge respectable. Mais les relations bilatérales entre nos deux pays remontent à bien plus longtemps. L'ambassade du Burkina Faso à Bruxelles a ouvert ses portes dès 1962. Et les premiers projets de la coopération au développement, première raison d'être de la présence belge dans le pays, datent des années 1970. À cette occasion, le diplomate belge a profité de dresser le bilan de la coopération au développement. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la Belgique, tous canaux de coopération confondus, dispose d'une enveloppe totale d'environ 120 millions d'euros, soit près de 80 milliards de CFA en exécution pour soutenir le développement du pays. La fête du roi est la plus importante fête de la Belgique après la fête nationale. Elle est célébrée le 15 novembre de chaque année et ce depuis 1866. Le contexte est particulier cette année et la Belgique assure sa solidarité et sa compassion au peuple burkinabé qui traverse des moments difficiles. Je le disais en titre, en France, le mouvement des Gilets jaunes commémore son premier anniversaire dans un contexte d'essoufflement de la contestation. Ce week-end, de nombreux rassemblements sont prévus dans tout le pays. Un an après les multiples revendications de la vaste contestation, les espoirs n'ont pas été satisfaits. En plus, les 17 milliards d'euros débloqués par le gouvernement français n'ont pas calmé la grogne ni amélioré le quotidien des manifestants. Regardez. C'est un mouvement inédit. Une contestation qui est née sur les ronds-points de la France périphérique. Il y a un an, des dizaines de milliers de personnes enfilent un gilet jaune, le symbole d'un profond ras-le-bol social. Taxes sur les carburants, matraquage fiscal, mort des services publics. Les raisons de l'inquiétude sont aussi hétéroclites que les gilets jaunes eux-mêmes. Rapidement, le mouvement sème partout en France et la colère grandit. Le 1er décembre, la France découvre sidérée les images des Champs-Élysées noyées sous les gaz lacrymogènes. Des milliers de gilets jaunes s'en prennent à un des symboles du pays, l'Arc de Triomphe. À quelques centaines de mètres à l'Élysée, le pouvoir inquiet se rend compte de l'ampleur de la crise. L'exécutif semble pris de court. Il réagit 10 jours plus tard, le 10 décembre, en direct à la télévision. Exit la taxe sur le carburant, Emmanuel Macron promet une hausse du salaire minimum de 100 €, une prime de fin d'année, le retour des heures supplémentaires défiscalisées, mais pas de l'ISF, pourtant l'une des principales demandes des Gilets jaunes. Le discours a du mal à convaincre dans une France qui ne se sent plus écoutée. Macron, président des riches, l'image colle à la peau du président de la République qui cristallise les haines contre lui. Pour écouter, dit-il, les Français, il organise le grand débat, des mois de déplacement à travers le pays pour tenter d'apaiser la colère et trouver des solutions à un mal presque impalpable. Opération réussie pour l'exécutif, le mouvement s'essouffle doucement, mais les cicatrices demeurent dans la société française. Les violences policières ont fait plus de 2000 blessés, dont certains très graves, alors que seuls 2 policiers impliqués ont été pour l'instant renvoyés en correctionnel. Et pour fermer ce journal, accueil chaleureux à la Maison-Blanche pour Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a été accueilli en grande pompe par son homologue américain Donald Trump. Malgré quelques frictions entre les deux hommes d'État, le réalisme politique semble prendre le dessus sur les questions d'ego. Après des semaines d'échanges tendus et confus entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, c'est un accueil pour le moins chaleureux que le président américain réservait à son homologue turc. « Je suis un grand fan du président », a lancé d'entrée le locataire de la Maison-Blanche en évitant les événements fâcheux, comme cette lettre où Trump invitait Erdogan à ne pas faire l'idiot juste après le début de l'offensive d'Ankara dans le nord-est de la Syrie. Trump avait alors menacé de détruire l'économie turque par des sanctions. C'était il y a un mois, alors que Trump venait d'annoncer le retrait militaire américain de cette zone. Mais depuis, l'accord russo-turc a apaisé la situation. La frontière tient très bien, le cessez-le-feu tient très bien, nous avons parlé aux Kurdes et ils semblent très satisfaits. Une déclaration qui en a surpris plus d'un. Nombreux sont ceux au Congrès qui estiment que le retrait des troupes américaines du nord-est de la Syrie est une trahison des combattants kurdes et trouvaient indécent de recevoir Erdogan.
Autre sujet de friction, le système de missiles antiaériens S-400 que la Turquie a acheté à la Russie. En tant que membre de l'OTAN, Ankara doit intégrer ce système à sa défense et l'OTAN craint que cela permette aux Russes d'espionner la technologie militaire occidentale. Washington a du coup suspendu ses ventes de chasseurs furtifs F-35, mais l'heure serait au dialogue. Nous avons discuté de nos relations profondément ancrées dans le domaine de la défense. Nous ne pouvons surmonter ces obstacles que par le dialogue. Les deux dirigeants n'ont pas expliqué en termes concrets comment ils surmonteraient cela pendant cette conférence de presse très attendue, mais ils se sont concentrés sur le positif. Nous avons beaucoup d'échanges commerciaux avec la Turquie, mais ils pourraient être beaucoup plus importants. Nous avons donc l'intention de les porter à environ 100 milliards de dollars, soit 4 fois plus qu'actuellement. On retiendra également qu'Erdogan a dénoncé le fait que certains cercles américains ont de l'empathie pour les Kurdes et tentent de braquer l'opinion publique et de nuire à Ankara. On retiendra aussi que cette conférence de presse a été écourtée par Donald Trump, qui n'a pas aimé les questions concernant la procédure de destitution. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.